Je lis un commentaire très intéressant de notre frère qui dit il y a une erreur sur les numéros, c'est Songario. Songario, je redonne le numéro de téléphone. Je te suis depuis Aubervilliers. Je t'embrasse. J'embrasse les Ivoiriens et les Africains du côté d'Aubervilliers. En Seine-Saint-Denis, c'est ça, à Courneuve par là. Je vous embrasse très très fort. Alors, le numéro, je donne les numéros de téléphone. Mariam Sori Touré, je t'embrasse. Mono Traoré, je t'embrasse. Mola Ouattara, je t'embrasse. Adja Binaté, je t'embrasse. Charlotte Kouon, je te salue, ma soeur. Je t'embrasse. Issoufou Babol Touré, je t'embrasse. J'embrasse tout le monde, j'embrasse tout le monde. Ben Touré, je t'embrasse. Bi Téli Aubin, je t'embrasse. Lucie Ozigbi, je t'embrasse, ma chérie. Drissa Traoré, je t'embrasse. Les personnes qui souhaiteraient intervenir, l'antenne est libre, comme je l'ai dit. Je vous redonne mon numéro de téléphone pour les personnes qui souhaiteraient appeler. Vous avez 3 minutes. Les sujets sont divers. C'est l'actualité politique ivoirienne. On libère la parole, on donne la parole aux citoyens. C'est vrai, il y a très longtemps, je n'ai pas donné la parole aux citoyens, effectivement, parce qu'il y avait les élections présidentielles, il y avait beaucoup de choses à la fois. Je n'ai pas donné la parole à tout le monde. Donc, je redonne le numéro de téléphone pour les personnes qui souhaiteraient intervenir sur l'actualité politique et sociale. Donc, l'éducation, parce qu'on a vu beaucoup sur les réseaux sociaux, on a parlé de l'éducation nationale, chacun a interprété à sa manière. Il y a eu beaucoup de non-dits, il y a eu beaucoup de faux, il y a eu beaucoup de vrais. Mais pour les personnes qui souhaiteraient intervenir sur l'actualité éducative, donc l'éducation nationale, l'antenne est libre. Appelez au 07 55 06 66 65. Je répète et je reviens. Je répète, pour les personnes qui souhaiteraient intervenir, le 07 55 06 66 65. Via le WhatsApp, faites le 00 pour ceux qui sont en Afrique, qui sont en dehors de la France, bien évidemment. Via le WhatsApp, vous faites le 006, donc 00, pardonnez, 0033, c'est le code de la France d'ailleurs, 0033 6 55 06 66 65 ou via, vous l'appelez sur mon numéro de téléphone Orange pour les personnes qui souhaiteraient appeler via le numéro Orange parce qu'il y a beaucoup en Côte d'Ivoire des personnes qui ont le numéro Orange. Vous pouvez appeler sur le numéro Orange France d'ailleurs qui est le 07, je répète 07 87 76 23 27. Pour le faire via WhatsApp, pour les personnes qui sont du côté de l'Afrique, via WhatsApp, vous faites le 0033, ensuite 6 87 76 23 27. Les sujets d'actualité sont, on laisse l'antenne, je dis c'est à vous de prendre la parole. Moi, je vous la donne aujourd'hui pour les personnes qui souhaiteraient intervenir. Vous avez 3 minutes. Ma princesse, ma Jomso Modessi, Seibi, je t'embrasse très très fort. Caridias Justine, je t'embrasse. Sadjoro Mohamed Doumbia, je t'embrasse très très fort. Chantoulé, je t'embrasse très très fort. L'antenne est donnée pour les personnes qui souhaiteraient intervenir. Je te suis depuis les UCA. Ben Touré, je t'embrasse très très fort. J'embrasse plein de cœur à tous les Ivoiriens du côté des États-Unis. Je vous embrasse très très fort. Plein de bisous et que vraiment ces moments de Covid là puissent nous réconforter et puis nous fortifier en tout cas et nous unir encore davantage pour consolider la paix durable entre les Ivoiriens du côté de la diaspora et même des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Moi, je suis Lucie Ozigbi du côté de la Belgique. Je t'embrasse très très fort. J'embrasse les Ivoiriens du côté de la Belgique parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens en Belgique. Quand on a été pour la mobilisation pendant les élections présidentielles, il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens nés en Belgique, mais qui se sont intéressés et je les embrasse très très fort via une de mes grandes sœurs qui est là-bas, deux de mes grandes sœurs, ma petite maman Adèle Gay, que j'embrasse très très fort, et sa sœur qui a un restaurant en Belgique qui nous a reçus, où j'ai reçu ces jeunes, ce groupe de jeunes Ivoiriens issus de la diversité, mais qui militent beaucoup au sein du Parlement. Je les embrasse
Élise, je t'embrasse très très fort. Ma duchesse est très ravissante et toute coquette. Je te claque le bisou. T'es mignonne, je t'adore. Merci, je t'embrasse. Nathalie Zarou, plein de bisous. Je vous embrasse très très fort. Donc, l'actualité, c'est trois sujets. Il y a plusieurs sujets. Témé t'a dit du côté des Bangolos. Et c'est des Bangolos. J'embrasse très très fort les Ivoiriens du côté du Bangolo et du Guémon, de Diogo. Je vous embrasse aussi. Du Fakobli, de Kubli, des Ibia Otawake, de Zia. Comme nous on dit Zia, maintenant on dit, c'est pas vraiment Zia, mais nous avant on dit Zia. Donc du côté des Zia. Zia, c'est la zone dans le Guémon où il y a beaucoup d'éléphants. Quand on trouve les éléphants, on dit éléphant là. Pour dire la Côte d'Ivoire, on les trouve beaucoup du côté de Zia. On dit Zia. Hein, Zia, c'est vers là-bas. Je vous embrasse très très fort. Et j'embrasse tous les Ivoiriens de partout d'ailleurs, la Côte d'Ivoire. Plein de bisous. Mais le live, c'est pas pour embrasser les Ivoiriens. C'est pour vous embrasser aussi. Mais c'est qu'on puisse s'entretenir. Donc, les personnes qui souhaiteraient intervenir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu un appel de la... J'ai eu un appel du côté de Londres. Je vais essayer de rappeler la personne si elle est là. C'est pour ça que j'avais demandé que les gens puissent mettre leur numéro, que je puisse les appeler au fur et à mesure pour mieux gérer les entrants. Mais bon, c'est pas bien grave. On va essayer de rappeler la personne si elle est là. Si la personne est là, elle est toujours en ligne. On va la rappeler. J'essaie de rappeler 144, donc c'est Londres. C'est les États-Unis, je pense bien. Je rappelle la personne. Je vous embrasse. J'essaie d'appeler la personne. Bonjour, Philippe Hamilton, sois salué, je t'embrasse. J'appelle la personne. Si elle me suit, je suis en train d'appeler Londres. Si la personne est là. Nous avons trois sujets aujourd'hui sur l'actualité ivoirienne. Donc, il y a les élections législatives à venir, qui est dans les élections dans un mois. Et il y a l'actualité sur... Oui, allô, bonjour. Oui, Madame Gouzana Ounou, est-ce que c'est pour intervenir sur le direct live? Parce que j'ai vu t'appeler en absence. Allô? Oui, allô? Ah, c'est pour intervenir? Allô? Allô, allô, allô? Allô? Ça déconne toujours. Mince alors, on va rappeler. On va rappeler. On va rappeler. Un instant, on rappelle. On va rappeler le numéro. Ok. On va rappeler le numéro. Je vais rappeler le numéro. On a du mal à s'entendre. On a du mal à s'entendre. Je vais rappeler le numéro si ça passe. On va rappeler ici. Bonjour. Pour ceux qui voulaient poser des questions directement, vous pouvez écrire au fur et à mesure. Hein. Pour ceux qui souhaitent poser les questions, vous écrivez au fur et à mesure. Que je puisse joindre la première personne. Sinon, on passe à un deuxième numéro. Allô? 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 On a des problèmes de connexion. Allô? 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 Si, je sais. C'est pour intervenir ou pas? Sur l'actualité politique. Ok. Ah, d'accord, j'ai compris. Alors, l'actualité politique aujourd'hui, c'est il y a une force information, comme on peut l'interpréter, sur l'éducation nationale qui explique, il y a eu beaucoup de non-dits sur l'éducation nationale, que la Côte d'Ivoire serait, en tout cas, l'avant au classement, avant-dernier rang des classements aux côtés de l'Afrique subsaharienne, l'Afrique francophone. Mais je tiens à dire que ce n'est pas vrai. Et puis aussi sur l'actualité des élections législatives en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ont des questions à poser, qui n'ont pas compris un certain nombre de choses, ils peuvent poser des questions, on va en débattre et on va en discuter. Sinon, je peux te rappeler après. Tout à fait. D'accord. Très bien.
Alors, est-ce que je te mets en direct live ou pas du tout encore? D'accord. D'accord, ok, très bien. Ça marche. D'accord, ça marche, oui. Pour les personnes qui souhaiteraient intervenir, comme je disais tout à l'heure, pour les personnes qui souhaiteraient intervenir, il y a eu des appels. Rappelez-moi et je vous prends en même temps. Rappelez-moi pour les personnes qui veulent appeler. Rappelez-moi où vous mettez votre numéro de téléphone, où vous mettez, posez votre question. Je réponds directement. Je réponds directement parce que quand je suis en ligne, que vous appelez en même temps, c'est clair que ça va se couper et on va avoir du mal à s'entendre. Même si j'ai 3 téléphones avec lesquels je suis en train de gérer, ça ne va pas être facile pour nous tous. L'éducation nationale. Nous allons revenir avant d'arriver aux élections législatives. Parce que je tiens d'abord à souligner que j'ai eu beaucoup d'appels de votre part, j'ai eu beaucoup de messages de votre part concernant les élections législatives. Comme je le dis et je l'ai toujours fait, moi je suis une citoyenne. On parle de citoyenneté, on parle de la République, on parle de ses institutions, on parle du respect des lois, on parle du respect de la République, de la démocratie, parce que s'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de République. S'il n'y a pas de République, il n'y a pas de démocratie. Nous parlons toujours de la République. Moi, j'ai toujours parlé de la République. Dans toutes mes interventions, du début, vous pouvez aller jusqu'en 1900, pour revenir jusqu'en 2021, vous allez toujours entendre dans mes propos les institutions de la République. Parce que nous sommes tous attachés, même qu'on le veuille ou non, nous sommes tous attachés à la République et à ses institutions. Et moi, j'ai toujours prôné le respect de nos lois, j'ai toujours prôné le respect des institutions. Je suis une amoureuse des institutions. J'ai eu beaucoup de messages aussi pour les personnes qui m'ont dit « Gouza, on aurait voulu t'avoir, être candidate aux élections législatives en Côte d'Ivoire. » Je l'ai dit et je le redis encore à nouveau. Comme je l'ai expliqué à plusieurs personnes, je dis moi-même, Gouza Naounou, je critique beaucoup les institutions quand ça ne fonctionne pas. Et donc, je ne peux pas me mettre en difficulté ou me mettre en porte-à-faux avec moi-même. Dans toute chose, il y a les lois, il y a le respect des lois, il y a les obligations, il y a les devoirs, il y a le code de déontologie et il y a l'éthique. Et que moi, je me base beaucoup sur l'éthique. Je ne peux pas aller contre moi-même ce que je dénonce. Donc, je ne peux pas. Et que tout ce que je fais, s'agissant à Diokwe, que ce soit à Diokwe ou dans le Guémon à Bangolo, mon intention, je ne l'ai pas fait pour que je sois élu. Je l'ai fait par humanisme. Et que je prends vraiment grand plaisir à le faire. Et je le ferai toujours. Dieu merci. Et je remercie Dieu de toujours me donner les moyens, de m'ouvrir toujours les portes pour mener à bien ces actions humanitaires. Dans l'humanitaire, je m'épanouis aussi. Et dans l'humanitaire, nous pouvons construire beaucoup de projets de développement. Ça, c'est ce volet-là. Bien. Pour vous donner un peu, je sais que beaucoup attendent, revenons sur Dosso Kadi, je t'embrasse, sur l'éducation nationale. Depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, il y a des fausses informations qui circulent que la Côte d'Ivoire, notre pays, serait au dernier rang de classement au niveau de l'éducation nationale, au niveau de l'apprentissage des enfants en Côte d'Ivoire. Vous savez, mes frères et sœurs, nous sommes tous des Ivoiriens de naissance comme d'acquisition. Nous sommes tous des citoyens ivoiriens. Et donc, nous avons pour devoir d'aimer notre pays, la Côte d'Ivoire. Qu'on soit ivoirien de naturalisation, ivoirien de naissance, ivoirien d'avant-naissance, ivoirien de colonisation, nous sommes tous des citoyens ivoiriens. Donc, notre devoir, là, au-delà de nos divergences politiques, là, c'est d'aimer d'abord notre pays, la nation ivoirienne, la Côte d'Ivoire. Donc, si on a des choses à dire, de dire des choses dans le bon sens pour améliorer le vivre ensemble, le vivre ensemble et d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et surtout d'éviter que notre pays, la Côte d'Ivoire, plonge encore à nouveau dans des histoires de guerre. La guerre, là, ça n'a rien apporté à notre pays. La guerre n'a rien envoyé à la Côte d'Ivoire. Au contraire, la guerre a fragilisé notre pays. La guerre a détruit l'amour entre les Ivoiriens. La guerre a fragilisé le tissu social. Et ce tissu social-là,
On se bat comme on peut, chacun de son côté, pour pouvoir réussir, consolider, le tisser encore à nouveau, pour que ce tissu social soit solide. C'est pourquoi j'ai toujours dit, quel que soit le président en exercice de ses fonctions, l'État est une continuité. Et donc, quand le président est élu là, en tant que citoyen par amour pour la Côte d'Ivoire, nous devons, ensemble, on se met ensemble autour de la République et autour du président pour l'aider, l'accompagner à mener à bien son projet, son programme de gouvernement. Et nous, en tant que citoyens là, nous devons nous accentuer sur le volet social. Parce que les hommes font de la politique. Les partis politiques là, ils ne sont pas figés sur le social. Ce n'est pas leur préoccupation. Les partis politiques, tous les partis politiques dans le monde là, ils sont figés sur la prise du pouvoir. Mais parfois, pour la prise du pouvoir là, on arrive à des choses où on fragilise le tissu social. Donc, quand le tissu social est fragilisé, nous, en tant que citoyens, on doit se mettre autour du chef de l'État et puis s'accrocher à son programme social, parce que c'est par le social qu'on va consolider la paix dans notre pays. C'est par le social qu'on va réussir de vivre ensemble. La Côte d'Ivoire nouvelle, là, la Côte d'Ivoire de demain, la Côte d'Ivoire qu'on va laisser à nos enfants, là, c'est par le social, par la paix durable, qu'on va léguer la Côte d'Ivoire à nos enfants. Une Côte d'Ivoire en paix. C'est pour ça que je vais inviter les hommes politiques, les partis politiques, les responsables politiques, les cadres politiques, d'avoir un langage un peu modéré vis-à-vis même de leurs adversaires politiques. Voyez quelques jours sur les réseaux sociaux, parce qu'on arrive bientôt aux élections législatives. Donc chacun commence à piétiner l'autre et on commence à préparer des propagandes. Sans même penser que ces propagandes-là peuvent mettre de l'huile sur le feu. Parce que la Côte d'Ivoire est encore fragile. Hein? Il y a encore des braises. C'est pour ça qu'on doit tout faire pour ne pas raviver le feu. Je vois des gens qui relaient en boucle sur la toile que notre pays, la Côte d'Ivoire, est dernière de la classe. Vous qui m'écoutez là, vous avez vu la même information. Mac Yapi. Jeannette Kwame, je t'embrasse ma soeur. Que la Côte d'Ivoire est dernière de la classe. Mes frères et sœurs, la Côte d'Ivoire vient de très loin. La Côte d'Ivoire n'est pas dernière de la classe. Notre pays là, elle n'est pas dernière de la classe. La Côte d'Ivoire n'est pas dernière de la classe. La Côte d'Ivoire, de 1993 à 1999, de 93 à 99 là, les étudiants, les mercenaires étudiants, Blé Goudé, Soro Guillaume, les deux là, Blé Goudé, Soro Guillaume, les deux là, ils ont pris en otage les universités de Côte d'Ivoire. De 93, après la mort de Félix Houphouët-Boigny là, de 93 à 99 là, c'est les étudiants, des marginaux, parce qu'ils n'étaient pas des étudiants en réalité, c'est des marginaux qui faisaient la pluie et le beau temps dans les universités de Côte d'Ivoire. Donc l'université était déjà en panne. On était toujours avec des grèves, des années blanches, des grèves, des grèves, des grèves et des grèves et des grèves. L'éducation était en train de tapoter de 93 en 99. En 99, il y a eu un coup d'État. L'armée a récupéré le pouvoir. Chacun était coincé chez lui. Tout le monde était sur les rails. Chacun marchait droit en Côte d'Ivoire. Chacun marchait droit en Côte d'Ivoire. Tu es gay Robert, là. Chacun marchait droit en Côte d'Ivoire. À jamais, quand on dit à jamais, là, tu arrives, tu jettes ton portefeuille, là. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir ramasser. On t'appelle pour dire, madame, ton porte-monnaie est tombé, il faut venir ramasser. Donc, l'école, là, ça était en panne. Puisque la Côte d'Ivoire était dans une transition militaire. Jusqu'à l'arrivée au pouvoir de monsieur. Parce que, vous savez, il faut qu'on fasse très attention.
Faisons très attention. De temps en temps, là, les partis politiques, les cadres politiques, les hommes politiques, les hommes du pouvoir, les hommes de l'opposition, de temps en temps, là, regardez dans le rétroviseur, l'histoire de notre pays est récente. Et ne répétons pas les mêmes erreurs du passé dans le présent. Ça va mettre notre pays là à feu. En 2000, quand M. Laurent Gbagbo accède au pouvoir, dans des conditions calamiteuses, d'après lui-même son expression, et tout le monde sait dans quelles conditions, comment les conditions étaient calamiteuses. L'école de Côte d'Ivoire était calamiteuse. Les universités là aussi calamiteuses. Est-ce qu'il y avait éducation en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire était au plus bas. La Côte d'Ivoire était en train de plonger, sombrer. Notre pays sombrait et l'éducation nationale sombrait et les universités sombraient et les élèves sombraient. Mes frères et sœurs, l'histoire de ce pays-là est récente. C'est une histoire récente. Nous sommes tous des témoins de notre propre histoire. Ce n'est pas les historiens qui vont nous expliquer. Nous avons vécu notre propre histoire. Nous sommes encore des vivants. La Pope Pélagie, je t'embrasse. Oui, quand tu es en 1999, les bacheliers ont attendu ceux de 1999 pour faire leur première entrée. Merci. Mes frères, c'était l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais quand Gbagbo était au pouvoir, là, c'est vrai qu'il était confronté à une rébellion. Oui, c'est vrai. Mais il a fait le choix. Ça a été un choix politique de M. Laurent Gbagbo. De caresser la rébellion dans le sens du poil qu'il a arrangé à lui. Ça a été un choix politique de M. Laurent Gbagbo. De collaborer avec la rébellion dans le sens du poil. D'où M. Guillaume Soro, qui lui était mercenaire et milicien, chef mercenaire, chef milicien déjà à l'université là. Il a pris Guillaume Soro pour être Premier ministre. Quelqu'un qui terrorise des étudiants à l'université, qui tue des étudiants, qui découpe des étudiants à la machette. Il n'a jamais été inquiété par aucun pouvoir. Blé Goudé, lui, il a aussi son groupe de miliciens. Eux, ils brûlent d'autres étudiants qui ne sont pas dans leur groupe. Ils prennent punier, ils mettent sur toi, ils te brûlent, ils te tuent. Les enfants avaient peur de l'université. Qui allait mettre... Les étudiants, même les vrais étudiants, n'avaient pas la place à l'université. Il n'y avait que la terreur qui régnait dans les universités. On violait des jeunes filles dans les universités. Les universités de Côte d'Ivoire sont devenues des sex shops. Qui ne sait pas ça? Oui, notre pays vient de loin. L'éducation nationale vient de très très loin. On vient du bas. On était dans les eaux profondes. Là, on était en bas. Et puis on est arrivé à 9. Et puis on est à 10. On était en dessous des zéros. L'éducation nationale était en dessous des zéros, mes frères. L'éducation nationale était en dessous des zéros. Zeneb Ouattara, je t'embrasse. Pour être à 9, 10, on vient de loin. D'accord? Et c'est en moins de 10 ans, hein, on vient de très loin. Ce pays que vous voyez là, les gens étaient étonnés. D'autres même ont dit au président Alassane Ouattara à l'époque, hé Ouattara, même certains de ses collaborateurs pour dire, il faut laisser ce pays là, ça va être difficile. Abandonnons le combat. Alassane Ouattara a dit à l'époque à ses collaborateurs pour dire, moi Alassane Ouattara là, quand les pays sont en crise, quand les pays font la guerre, c'est moi on appelle pour réparer ces pays. C'est mon propre pays que je ne peux pas réparer. Je vais réparer la Côte d'Ivoire. Les frères et sœurs, quelle que soit notre idéologie politique, notre idéologie religieuse, notre idéologie spirituelle, quel que soit ce que nous sommes, il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire vient de très loin. Donc quand j'entends les gens sur la toile aujourd'hui, qui ont échoué hier, dit que notre pays est avant
dernier. Je dis, vous mentez. Hein? Vous mentez. Parce que de 2000 à 2010, il n'y avait pas l'éducation en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y avait école? De 2000 à 2010, est-ce qu'il y avait école en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas école. Il n'y a pas école. Les élèves même du primaire, même, c'est eux-mêmes qui dansent dans les maquis. C'est les enfants même qui font, les jeunes filles de CM2 là, c'est elles qui deviennent des serveuses dans les maquis. À peine les nichons, les seins commencent à pousser là. C'est-à-dire que l'âge de la... C'est-à-dire que la puberté est en train de commencer là. Les enfants là servent dans les maquis. Les gamines de 9 ans, de 10 ans, 11 ans là, les vieillards là viennent coucher avec les petites filles là. Elles ne vont même plus à l'école de 2000 en 2010. Est-ce qu'il y avait école en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y avait école en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y avait une université même en Côte d'Ivoire? Qui partait à l'université? Tous les étudiants portaient les quais pour être à l'université là. Il fallait partir, puisque c'était maintenant les deux ganglions qui emmerdaient le pays, l'éducation nationale, qui ont tué l'université de Côte d'Ivoire, qui ont bousillé la vie des étudiants là. C'est eux qui étaient au cœur du pouvoir de Laurent Gbagbo. Soro Guillaume, avec sa bande de rébellion, et lui-même depuis l'université, qui était déjà un milicien. Blaise Goudet, avec ses mercenaires, qui lui-même déjà était aussi un milicien au sein des universités. Blaise Goudet était avec sa bande, il appelait les patriotes, il fallait mettre des léquins. Eux, ils portaient les léquins. Donc, les étudiants de Côte d'Ivoire portaient que des léquins. Fais ci, fais ci. Il fallait te faire ci A, fais ci B, fais ci C, fais ci D. Tout le monde était fait ci. Si tu n'es pas fait ci, tu es foutu. C'est la fait ci qui a gouverné la Côte d'Ivoire sous Laurent Gbagbo. Qui a gouverné, qui gérait le pouvoir de Laurent Gbagbo? C'est la fait ci. Pendant que Soro Guillaume, lui, il a la primature, il a la défense, il a la communication. Blaise Goudet, lui, il a sa casquette à l'envers, il est dans la rue. Donc, l'éducation, il n'y avait pas d'école en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y avait école en Côte d'Ivoire, mes frères et sœurs? Est-ce qu'il y avait école en Côte d'Ivoire? Il n'y avait pas d'école en Côte d'Ivoire. Puisque les étudiants même portaient les quais. Eux-mêmes, ils sont devenus maintenant des proxénètes. Les étudiants sont organisés, puis sont des proxénètes. Les jeunes filles qui étaient dans les universités, pour avoir une chambre, il fallait faire partie du groupe de proxénètes. Et ils prenaient les étudiantes là pour aller coucher avec les refondateurs. Ils mettaient les étudiants, les chambres sont devenues des sex shops. Je vous dis, sex shop. L'université de Côte d'Ivoire est devenue Pigalle. Pour ceux qui vivent en Europe, on connaît Pigalle. Blaise Goudet avait sa groupe peut-être comme les Dodo la Saumure. Dodo la Saumure. C'était ça. On prend des étudiants en groupe, on les amène dans... On prend tous les refondateurs là. Ils sont devenus, puisque eux, la gloire les a surpris, ils sont devenus riches un coup, ça a développé leur sens de l'érotisme. Oui, les refondateurs là, l'argent a développé leur sens de l'érotisme. Donc, ils avaient toutes sortes de vices. Ils étaient très heureux de coucher avec 20 filles étudiantes, d'être à poil parmi 2 filles, 20 filles étudiantes. Dans les universités, dans des chambres par-ci et là, c'était un club de bordel. Mais ça, qui organisait ça? Mais c'était Blaise Goudet avec Soro Guillaume, c'était eux qui géraient toutes ces bêtises là dans le pays. Qui organisait ça? Donc quand vous êtes sur les réseaux sociaux là, quand on parle de l'éducation nationale là, s'il vous plaît, taisez-vous. Vous n'avez rien à dire. Parce que vous avez détruit l'école. Vous avez détruit la vie de la jeunesse ivoirienne. Vous avez bousillé notre pays. Vous avez bousillé le tissu social. Vous ne pouvez rien apporter à la Côte d'Ivoire. On n'a plus besoin de vous dans la vie politique. Ni même sur la scène politique. Des gens comme ça, vraiment, on n'en veut plus. On en a marre. On ne veut plus de vous. À tel point, même Blaise Goudet, même quand il parle, sa voix m'énerve. Soro, mais on n'en parle pas. Il faut arrêter. Et c'est vous qui allez dire que l'éducation nationale, vous allez relayer des mensonges parce que vous avez relayé. Ce n'est pas vous qui avez fabriqué, je reconnais. Il faut dire les choses comme elles sont.
Ce n'est pas vous qui avez fabriqué ça. Mais vous avez relégué et vous en faites un débat politique. Mais c'est ça. Les étudiantes étaient quoi? Soro Diop avait son groupe où il appelait des Russes. Parce que ces étudiantes de Soro Diop qu'on appelait les Russes, c'est celles qu'il amenait pour coucher avec d'autres refondateurs. Et puis ils prennent les ministres là en vidéo. Blé Goudé aussi avait ces Russes là aussi. Quand ils vont coucher avec les refondateurs là, et dans les bureaux, et dans les placards, et dans les chiottes, on prenait les gens en vidéo. Et puis après, Blé Goudé fait le tour des ministères pour dire, grand frère, ah, il y a une étudiante qui est à vidéo, ouais, on fait comment? Il prend 50 millions. C'était, voilà un système qui était organisé en Côte d'Ivoire. C'était le système qui était organisé en Côte d'Ivoire pour escroquer l'État. Mais l'État, c'est qui? C'est nous, le contribuable ivoirien. L'État, c'est qui? Mais c'est nous, les Ivoiriens. Parce que tout ce gaspillage d'argent-là, qui rembourse ça aujourd'hui? Parce que les ministres qu'on prenait en otage, qui avaient leurs zizi qui s'étaient promenés dans les téléphones, qui avaient leurs sextapes qui se baladaient partout, là. Mais l'argent était gaspillé. L'argent, sans construire même une école primaire à Yopougon de Gbagbo. Yopougon de Gbagbo, là, il n'y avait pas école primaire là-bas. Yopougon de Gbagbo, là, il n'y avait même pas. On n'a pas construit même université. Pour dire, université, bon, c'est une université privée. Yopougon de Gbagbo, il n'y a pas ça là-bas. Mais cet argent qui a été gaspillé, mais qui le rembourse? C'est la Côte d'Ivoire qui rembourse parce qu'on a eu des irresponsables qui ont gaspillé l'argent de l'État, qui ont gaspillé l'argent des Ivoiriens, qui nous ont surendettés. Les pays vivent à crédit parce que les messages que j'ai reçus là, c'est pour ça que je pensais que les personnes allaient être courageuses pour appeler. Parce que j'ai dit le numéro, tout le monde peut appeler, même de l'opposition, comme du parti au pouvoir et qui est apolitique, vous pouvez appeler. Parce que j'ai eu des messages sur la question de l'éducation, sur la question de la dette de notre pays. J'ai dit, mais appelez-moi, je vais faire un direct live, je vais mettre mes 2 numéros, appelez, vous allez poser votre question, on va débattre. Personne ne vient appeler. Je ne comprends pas. Vous avez envoyé tous ces messages, il faut appeler. Je vous ai dit appelez. Et je vous ai envoyé le message en réponse pour dire, je vais faire une vidéo. Je vais mettre mes numéros, vous-même appelez et on se parler de vive voix. Parce que je n'ai pas envie de répondre aux gens. Tu vas envoyer un message, tu vas répondre. Et en voix, tu réponds. Toi, les mêmes questions là, tu réponds. On a fait live en même temps. On va se parler. Je pensais que ils allaient être les premières personnes à m'appeler. Non, non. C'est ceux qui viennent me féliciter, qui m'envoient des messages, qui m'appellent pour me dire merci Gouza, merci Gouza. Donc, je vais dire que la question de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire, si aujourd'hui, notre pays est arrivé là où notre pays est arrivé en matière éducative, c'est grâce au président Alassane Ouattara. Parce que pendant 10 ans, il n'y a pas d'école. Même nous, nos petits frères qui ont eu le bac là, ceux Gbagbo là, ils ne sont jamais rentrés à l'université. Jamais ils sont rentrés à l'université. Ils ont eu le bac là. Bac est resté dans leurs mains comme ça. Parce que ce Gbagbo là, il n'y a pas d'école. On dit, les étudiants qui doivent être à l'université, ils doivent être des patriotes. Je ne sais pas ce qu'on appelle être patriote. Un étudiant n'est pas un patriote. Le bac qu'il a, c'est bac de qui? C'est bac de Chine. Ils ont pris eux leurs petits frères. Ils ont pris eux leurs frères. Ils ont pris leurs enfants. Les bourses d'études là, ils ont donné à leur famille. Eux, ils sont allés faire l'école ailleurs. Et puis ils ont tué l'avenir de nos frères. C'est des gens comme ça qui vont s'asseoir pour venir faire la morale. Pour nous parler de l'éducation. Eux-mêmes, ils n'ont pas d'éducation. Et ils ont détruit l'éducation. Donc, la Côte d'Ivoire est partie était en dessous des zéros. On dit un rapport, mais ils ne sont même pas capables de donner la source.
On parle des rapports, là. Ils ne sont pas capables de donner la source du rapport. Non, mais donner la source du rapport. Quand vous parlez des rapports, là. Parce que quand on parle des rapports, là, on parle des sources des rapports. C'est quoi, là, votre source? Il n'y a pas de source. Je dis de m'appeler, hein. Je ne peux pas répondre aux messages en même temps que je suis en direct live. C'est la difficulté, je ne peux pas. Il n'y a pas de source. Et les gens inventent, et je vais en venir pour attaquer le deuxième sujet, chap. Il parle de la grille d'évaluation de l'éducation nationale, de l'enseignement, hein, dans les pays francophones. Évaluation. Dans les pays francophones. En Afrique francophone. C'est ça, hein? Il parle de la grille d'évaluation en Afrique francophone. Mais le problème, c'est que vous trompez, vous foutez carrément des personnes qui n'ont pas compris grand-chose. Mais c'est pas grave, on va leur donner, on va leur expliquer, on va leur donner l'information juste. Moi-même, j'étais à Abidjan. J'étais au ministère de l'Éducation nationale. Madame la ministre Kandia Camara, elle était en conférence avec tous les ministres de l'éducation nationale francophones. À cause du Covid, là, ils ne peuvent pas se voir pour faire la conférence qu'ils font habituellement. Je pense que c'est à l'UNESCO. Normalement, c'est à l'UNESCO, ça se tient la conférence. La dernière fois à l'UNESCO, j'y étais. Quand la ministre Kandia était en France, à l'UNESCO, j'y étais. Mais à cause du Covid-19, il n'y a pas eu de... L'UNESCO, ça a été annulé. Donc, c'était par vidéoconférence qu'ils ont fait la conférence. Vous voyez comment vous montez. Et c'est ça qui est triste. C'est triste. Vous mentez et c'est triste. Vous savez, chaque combien d'années on fait l'évaluation? On est en janvier. Vous savez combien d'années on fait l'évaluation? On dit évaluation 2019-2020. 2020-2021. On est en janvier. Vous parlez de quelle évaluation? Quel rapport? Vous parlez de quel rapport? Mais je vous demande d'appeler Ouattara David. Il dit, Gouza, arrête, on va appeler. Je vous ai donné le numéro. Oui, attendez, je prends. Je prends la personne. Vous vous plaignez. Je vous ai donné le numéro, hein. J'appelle, hein. Il y a un numéro qui vient de m'appeler, j'appelle. Moi, je vous ai donné le numéro. C'est vous qui n'appelez pas. Allô? Oui, bonjour. Vous venez d'appeler? Bonjour. Très bien. Je vous donne la parole, monsieur. Vous avez la parole. On peut toucher à tous les secteurs. Tout à fait. Vous avez 3 minutes. Tout à fait. Vous avez 3 minutes. Je voudrais savoir, que pensez-vous de la candidature validée par la suite de l'Ipatifo, alias Kokuyan Kretivo? Qu'est-ce que je pense de sa candidature? Oui. Très bien. D'abord, ça c'est les élections législatives. Je fais plusieurs vidéos à ce sujet, mais vous me posez la question, donc je vais répondre. Monsieur Kokuyan Christ est candidat aux élections législatives. Et moi, je me base toujours sur le code électoral. Ce qui a été dit, ce qui relève, parce que dans le code électoral, il y a ce qu'il faut prouver sa résidence, et puis il y a pour les exilés politiques. Monsieur Kokuyan Christ, dans sa déclaration, en tout cas ce que je cru entendre, je ne suis pas à la CEI, il est rentré d'exil, il a dit. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Mais je tiens d'abord à préciser que ce sont des candidatures et non des candidats. Parce que ce sont des candidatures. Parce que la CEI, elle prend les candidatures, elle examine les candidatures avec des motifs, avec des critères bien précis. C'est-à-dire, la CEI dit pour être candidat, voilà les conditions. La CEI nous donne les conditions et à chaque
citoyens de respecter les conditions. Maintenant, s'il y a des citoyens qui ont fraudé ou qui ont magouillé, quand je dis magouillé, c'est-à-dire qui ont fait une forme de broutage, ça, la CEI ne fait pas de gendarme pour dire « Ah, tel, je mets en doute sa crédibilité, un tel, je mets en doute son certificat de résident, un tel, je mets en doute le fait qu'il dit il est exilé, je mets en doute qu'il n'est pas exilé. » La CEI ne fait pas ça. Elle dit « Voilà les conditions pour être candidat. » Mais je veux dire que M. Koukouyon Chris, et ça me gêne même d'en parler parce que c'est comme si on s'acharnait sur une personne. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais je tiens à préciser quand même que quand on suit l'actualité, moi je découvre comme tout le monde, et je ne m'attendais même pas à cette liste, que Koukouyon Chris n'est pas le seul Ivoirien issu de la diaspora qui est candidat aux élections législatives. Il y a une liste des candidats, il n'est pas le seul parmi. Hein. Voyez, donc, il ne faut pas qu'on donne un sentiment qu'on s'acharne sur une personne. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais il a dit sa candidature, il est rentré en tant qu'exilé, il est rentré d'exil. Que ce soit faux ou vrai, la CEI n'est pas là pour mettre en cause ces documents. Elle transmet les documents. Est-ce qu'il a fourni ce que la CEI a demandé? Si oui, la CEI prend, elle transmet au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est une juridiction. Ce sont des magistrats, ce sont des juges. C'est à eux maintenant de vérifier si chacun qui a envoyé la candidature de chacun est conforme et de vérifier si la personne dit vrai ou elle ment, si elle est de bonne moralité ou elle est de mauvaise moralité. Mais ce n'est pas à la CEI de juger la moralité de M. Koukouyon Chris. Merci beaucoup, madame. Vraiment, vos explications sont en train de me satisfaire. En fait, si j'ai posé la question, madame. Oui. Allô? Oui, allô? On vous écoute. Si j'ai posé la question, oui. Parce que nous avons vu sur les réseaux sociaux tout récemment. Oui. Ce Koukouyon Chris dans une de ses vidéos. Oui. Brandissant un passeport ivoirien. Oui. Et donnant le nom de sa personne, nous disant qu'il n'a jamais été réputé politique. Ouais. Dans cette même vidéo, il y a Koukouyon Chris une fois en Abidjan, qui est en train de défendre le dossier de M. Draman Sissé. D'accord. Un des candidats au niveau du Kabadougou. Kabadougou. Oui. Par contre, il est réfugié politique et que lui, sa candidature ne saurait être légitime. Il faisait ce discours-là pour défendre un peu toutes les personnes qui venaient de la diaspora pour candidater aux élections législatives. D'accord. À son niveau, il n'y a aucun souci. Donc, juste après cette annonce, il y a une vidéo qui a fait le tour de la toile où on voit beaucoup de Chris, grâce à Denis Bakeko, brandir un passeport ivoirien, alors que nous savons ici en Europe, en prélude un réfugié n'a pas de passeport ivoirien parce qu'il a renoncé à ça. Oui, ok. Voilà. En prélude de convention de Genève, un réfugié n'a jamais un passeport ivoirien. Tout à fait, sinon il ne serait pas un réfugié. Un réfugié a toujours ce qu'on appelle un titre de voyage onusien. C'est ça. Voilà. Maintenant, dans le cas de Koukouyon Chris, il est réfugié, il a un passeport ivoirien. Deuxièmement, nous avons des amis qui sont réfugiés ici et nous savons comment ils font pour rentrer au pays. Et même quand ils doivent aller dans leur pays, ils ne prennent jamais un vol Paris, Abidjan. Ils ont tout le temps décomposé pour ne pas exposer certaines personnes qui n'ont. Donc, je suis d'accord avec vous. On attend la décision du Conseil constitutionnel. Voilà. Ben écoutez, je vous remercie. Merci à vous. Et puis je vous souhaite une excellente soirée. Merci pour votre contribution. Merci. Voilà, pour ceux qui souhaiteraient appeler, comme je l'ai dit, appeler. On est voilà, donc j'étais sur l'éducation nationale. Et puis on a une autre frère dont je n'ai pas voilà, qui vient d'appeler et pour poser la question sur l'éligibilité ou l'inéligibilité des candidatures aux élections législatives. Je vais clore le dossier de l'éducation nationale et puis pour ceux qui souhaiteraient vraiment participer
Appelez-moi, je vous rappelle aussitôt et on continue la discussion. Là, on va passer sur le volet législatif, on va continuer la discussion. Fallu Kusanogo, je t'embrasse du côté de l'Italie, mon frère. Bis à toi. Pronto, comme on dit, pronto, pronto. Et j'embrasse Assi, pronto, pronto, si, pronto. Voilà, comme on dit en italien. Après pronto, il n'y a pas grand-chose derrière. Donc, je vous le signale. Alors, donc, je disais que l'éducation nationale, on vient de très, très loin. On vient de très, très, très loin. On vient de très, très loin de l'éducation nationale. On vient de très, très, très loin. Donc, aujourd'hui, la grille d'évaluation, c'est pas en janvier, là, on fait une grille d'évaluation. Et puis, d'ailleurs, quand on prend la Côte d'Ivoire, la grille d'évaluation en 2012, 2014, notre pays, la Côte d'Ivoire, là, on était en dessous de zéro. Au moment où le Burkina est à 44%, là, nous, on est à zéro. Parce qu'il n'y a pas eu d'éducation en Côte d'Ivoire. Donc, voyez, mes frères et sœurs, quand on peut ne pas aimer la ministre Kandia Camara, c'est votre choix. Comme on peut l'aimer, c'est aussi notre choix. On peut ne pas l'apprécier, c'est votre choix. Comme on peut l'apprécier, c'est notre choix. Mais il y a une chose à dire. Il y a une chose à dire. La ministre Kandia Camara est une femme très, 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 très courageuse. Cette femme est à saluer. Quand je vais dire, on va dire que vous avez fait Atalakou de Kandia Camara. Moi, je ne suis pas une griotte. Hein. Moi, je ne suis pas une griotte. Même vous savez, je ne suis pas une griotte. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Quand c'est bon, c'est bon. Mais je dis une chose. Pour diriger l'éducation nationale de Côte d'Ivoire, de la manière dont je vous ai décrit l'éducation nationale, avec les miliciens et les mercenaires, et puis les professeurs, les instituteurs, l'éducation, les instituteurs, l'éducation nationale de Côte d'Ivoire, là, est un mouvement, c'est-à-dire que le syndicat, là, ce sont des militants politiques. C'est des militants politiques. Ceux-là. C'est le mal même qui gangrène l'éducation nationale. Les syndicats, là, ce sont des militants politiques qui utilisent l'avenir de nos enfants, l'apprentissage, qui prennent nos enfants en otage pour faire de la politique politicienne. Les syndicats, là, c'est des militants politiques. Si ce n'était pas Kandia Camara, les 10 ans là, on allait être dans la même chose. Année blanche, grève, année blanche, grève, année blanche. Ça allait faire 20 ans que l'école allait être paralysée. Parce que pendant 10 années de Gbagbo, il n'y a pas eu d'école. L'école était paralysée. C'était que des années blanches. Sous Alassane Ouattara, là, parlez-moi de quelle date où on a eu année blanche. Sous Alassane Ouattara, il y a eu année blanche à Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a une femme de poigne. Kandia là, elle connaît le syndicalisme même là, elle est fan de ça même. Donc elle les connaît. Elle connaît leur minds. Elle connaît leur système. C'est elle qui les maîtrise. Parce que de toute façon, la femme a dirigé l'éducation nationale là. Si ce n'était pas elle, il y a des ministres qui allaient abandonner pour partir. On allait changer des ministres de l'éducation. Ministre de l'éducation. Changer. Parce que les syndicats là, ils prennent la vie de nos enfants en otage. Des gens qui vont se lever, qui disent que ils enseignent quand ils veulent, ils n'enseignent pas quand ils veulent, mais on doit les payer. Sous Gbagbo, là, il n'y a pas d'école. Sous Alassane Ouattara, des zéros, dans dessous des zéros, l'éducation est à 10. Ça là, on peut ne pas aimer la ministre de l'éducation, hein, mais on doit reconnaître son courage, son engagement et sa volonté de réussir l'éducation de nos enfants. Ce n'est pas une question d'atalakou. Je ne fais pas atalakou de quelqu'un. Je dis juste la vérité parce que je suis une citoyenne. Moi, j'ai payé l'école de mes frères. Ils ont eu bac. Sous Gbagbo, ils ne sont pas partis à l'école. Ça fait mal au cœur. Ça fait très mal au cœur. Mais aujourd'hui, quand je vois des enfants qui sont orientés, quand je vois des enfants, il y a des choses à dire. Oui, je suis d'accord. Pour améliorer. Mais on ne peut pas s'asseoir pour dire que c'est zéro. Le gouvernement Ouattara a travaillé. La ministre Kandia Camara a travaillé. Elle a donné.
de son temps. Les consultations. Je donne un exemple simple. On dit, bon, pour améliorer, les parents d'élèves disent qu'ils veulent siéger dans le conseil d'administration de l'école. Moi, là, je siège dans le conseil d'administration du collège de mon enfant. Moi qui vous parle. Le collège d'administration du collège de mon enfant, là, je suis membre, je suis parent d'élèves, je suis délégué dedans. Mais en France, là, nous, on ne nous paye pas. C'est chaque parent, c'est du volontaire, du volontariat. On ne paye pas quelqu'un. Mais les parents d'élèves aujourd'hui, là, dès qu'ils sont dans le conseil d'administration, ils vont faire pression sur les syndicats pour dire, oui, bon, les élèves là, sur les inscriptions, on a qu'à mettre 500 ou bien on a qu'à mettre 1000 francs. Comme ça va venir dans la caisse des parents d'élèves. Depuis qu'on doit cotiser dans la caisse des parents d'élèves? Dites-moi. Depuis quand? Il y a beaucoup à dire. Hein, aujourd'hui, on va laisser. Il y a quelqu'un qui me pose la question sur M. Draman. On va revenir dessus. Il y a beaucoup à dire. Moi, je siège au conseil d'administration du collège de mon enfant. Je ne suis pas payé. Chaque année, là, on nous envoie des enveloppes. Nous-mêmes, on partage les enveloppes. On fait quoi? C'est nous, les parents d'élèves, là. C'est nous qui cotisons. Vous qui vivez en Europe, là. Est-ce que vous ne voyez pas les enveloppes qu'on vous envoie? On vous envoie délégué des parents d'élèves, là. On ne vous envoie pas des enveloppes. On demande aux enfants de participer, les parents. Tu peux faire abonnement, tu peux donner 50 euros, 100 euros. C'est nous-mêmes les parents d'élèves, c'est nous qui payons. Vous savez pourquoi on paye ça? C'est pour améliorer le bien-être de nos enfants au collège. Parce que souvent, il y a des voyages scolaires. Il y a des enfants qui n'ont pas les moyens de participer aux voyages scolaires, aux vacances scolaires. Il y a des voyages scolaires. Donc, c'est dans la caisse de nous-mêmes, notre cotisation, là. On va aider les parents qui ne peuvent pas bénéficier. L'année dernière, nos enfants devaient partir en Vendée. Nous, moi, j'ai payé 500 euros pour une semaine. Jusqu'à aujourd'hui, même Macron nous a pas besoin de notre argent. On a payé. Mais il y avait des élèves, il y avait des parents qui n'avaient pas les moyens. Mais on est parti dans la caisse, dans notre caisse, en tant que parents d'élèves là. On a dit, on a vendu des crêpes. On a vendu des crêpes. On fait des gaufres à la sortie pour demander aux parents de venir payer. Et puis on a cotisé pour aider les parents qui ne pouvaient pas payer pour leurs enfants. C'est comme ça on fait, mais en Côte d'Ivoire, en Afrique, là, quand on dit association des parents d'élèves, eux, ils s'en vont voir pour dire, oui, comme on est délégué des parents d'élèves, on est association, sur l'inscription, là, on a qu'à mettre 1000 francs pour qu'on puisse mettre dans notre caisse. On vous a dit que quand on est délégué des parents d'élèves, pourquoi on vous donne de l'argent? Ça, c'est le côté de l'éducation. Donc, on mélange tout. Et je voulais dire aussi et interpeller ceux qui sont dans le pouvoir. Ceux qui sont au cœur du pouvoir, là, ceux qui sont avec le président Alassane Ouattara, là. C'est vous que je vais interpeller. Vous savez, j'ai pris depuis 93, coup d'état 99, 2000, 2010, et puis on est arrivé en 2021. Notre pays, là, on a parcouru des étapes. On est arrivé à des drames parce que les gens n'écoutaient pas. On est arrivé à des drames parce que quand ils sont au pouvoir, ils n'écoutent plus. Je vous demande pardon. Regardez dans le rétroviseur, ne répétez pas les erreurs du passé. Parce que si ça vous répétez les mêmes erreurs, là, ça va nous rattraper, on va tomber dans l'abîme. Voyez, le problème, c'est pour ça que je dis, les gens de l'opposition, là, ce n'est pas eux qui ont fait ce faux document et qui l'ont relayé sur la toile. En réalité. Moi, c'est ma conviction, c'est ce que je dis. Je ne dis pas qu'on m'a dit, c'est ce que moi je dis. C'est mon analyse personnelle. Ce n'est pas eux. C'est entre eux-mêmes, ceux qui sont au pouvoir. C'est entre eux, ils se jettent les pots de bananes sur les routes. C'est entre eux, ils se jettent les pots de bananes sur les routes. C'est que les gens de Gbagbo ont fait hier là. Et puis eux-mêmes, ils ont précipité leur chute là. C'est ce que vous êtes en train de faire entre vous. Vous avez oublié hier. Pour qu'un voleur rentre dans ta maison, c'est pas qu'il t'a ouvert la porte. Parce que quand on dit on mène une enquête, s'il n'y a pas d'infraction là, si on a vu que la porte a été forcée, on dit ah, les voleurs ont forcé la porte. Mais quand c'est une porte qui est ouverte, où il n'y a pas d'infraction, il n'y a rien, rien n'est cassé, c'est qu'il y a quelqu'un dans la maison qui a ouvert la porte et puis le voleur est rentré. C'est ce que vous êtes en train de faire à Alassane Ouattara aujourd'hui. Vous êtes au cœur d'un pouvoir. Vous gouvernez. Vous avez mangé. Vous êtes rassasié même. Wallahi, vous êtes rassasié même. Vous avez trop mangé. Wallahi. Moi, vous êtes dit, je suis une citoyenne. Ce n'est pas une militante, je suis une citoyenne. Je suis la militante de la Côte d'Ivoire.
Je suis une citoyenne. Je suis pour la vision d'Alassane Ouattara. Parce que j'ai vu ce qu'il a fait. Et je crois en lui. Mais j'ai dit, entre vous là, arrêtez de vous mettre les pots de bananes dans les routes, sur les routes. Parce que, c'est un exemple que je donne. Regardez comment il fonctionne. Pour que vous qui êtes dans les groupes WhatsApp là, faites aussi attention à ce que vous relayez. Ils ont plusieurs numéros, ils sont assis dans les cabinets ministériels de chacun. Ils ont plusieurs numéros de téléphone. Et ils sont eux-mêmes dans les groupes WhatsApp avec vous, puis vous ne savez pas. Quand ils veulent mettre pot de banane sur un ministre, entre eux-mêmes, ils font un truc, ils lancent dans le groupe WhatsApp. Mais comme dans le groupe WhatsApp, là, les gens ne prêtent pas attention, ils ne font pas attention. Eux, ils relaient à boulou, à boulou, à boulou, sans même comprendre pour dire, mais si on met, c'est dans quelle intention qu'on a mis ça là? Eux, ils relaient. Les gens qu'on appelle l'opposition, les gars, les pro-Gbagbo, les pro-Soro, tout ce que vous voulez là. Les pro-Soro, même sont dans le groupe WhatsApp avec vous. Parce que les pro-Soro là, ils ont des complices au cœur du pouvoir. Oui. Guillaume là, il a des complices au cœur du pouvoir. Parce que s'il n'y a pas complice au cœur du pouvoir, là, Guillaume Soro ne peut pas faire ce qu'il fait. Parce qu'il sait qu'il y a des gens là-bas qui sont à lui. Pourquoi vous faites ça, Alassane? C'est le même truc. Les gens qu'on appelle refondateurs, ils ont fait avec Gbagbo hier. Vous êtes en train de faire ça? Oui. C'est que les refondateurs ont fait avec Gbagbo hier là. C'est ça, ils disent que vous avez trop mangé. C'est ça. Parce que les refondateurs, à un moment donné, on ne peut pas les attraper. Ils sont rassasiés. On ne peut pas les attraper. Ils ont commencé à faire des erreurs, des erreurs, des erreurs, des erreurs. Chacun crée des fan clubs. Sur Gbagbo, là, regardez. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous êtes en train de pourrir le quinquennat du monsieur qui l'a commencé. C'est-à-dire que quinquennat d'Alassane Ouattara, là, ça fait même pas 3 mois encore. Quinquennat d'Alassane, ça fait pas 3 mois encore. Mais vous-même êtes en train de pourrir quinquennat là. Vous voulez précipiter sa chute. Vous êtes précis, hein? Allez, doucement. Parce que ils font des posts sur un tel, et puis ils mettent dans le groupe WhatsApp, et puis vous relayez. Maintenant, à force de relayer, ça tombe dans la main de l'opposition. Comme dans le même groupe WhatsApp, là, ils sont dedans, les Soro, Guillaume, là, eux, ils récupèrent rapidement, puis ils envoient ça à l'opposition. Bon, l'opposition, on la connaît, elle est très bête. L'opposition de Côte d'Ivoire, elle est bête. Elle est nulle. De toute façon, elle ne comprend rien. Elle est dedans. Dans Potopoto, à Brouf. Les deux pieds, les 2 mains liées. Brouf. Ils sont dans la gadouf. Et ils ont dit, pour eux, ils ont eu information. Là, comme eux, ils ont la haine de Ouattara, l'opposition. Ah, voilà. La Côte d'Ivoire, avant-dernier déclassement. Oh, la ministre des caméras. Oh, les ceci. Mais sans même vérifier la source de l'information. C'est pas compliqué. Il suffit de vous mettre simplement sur Google. Quand vous avez une information là, tapez. Vous n'allez même pas trouver une source. Sans même vérifier l'information là, vous n'avez rien. Mais l'opposition, comme eux, ils sont bêtes, eux, ils relaient seulement. Parce qu'eux, ils ont la haine de Ouattara. Eux, ce qui est mauvais qu'on a dit seulement là, ils ne cherchent pas à vérifier. C'est qu'il faut relayer, il faut salir Ouattara, il faut salir Kandia. Eux, ils sont dedans. Mais ça vient de quelque part, ça vient de l'intérieur même du pouvoir. Ça ne vient pas d'ailleurs. Vous lancez les pots de bananes sur la route. Bon, on dit là, il y a un remaniement bientôt. Chacun veut guette la place de l'autre. Chacun est prêt même à détruire l'autre. Mais les gens de Gbagbo ont fait ça hier, puis ils ont chuté Gbagbo. Gbagbo, sa chute est venue de l'intérieur et non de l'extérieur. Les gens de Gbagbo là, ils ont fait ça hier. Ça a précipité la chute de Gbagbo. Ne faites pas ça à Ouattara. Il était assis, il dit, je m'en vais. Vous avez dit, vieux, pardon, il faut rester. On a perdu. Amandou, pardon, il faut rester. Nous tous, on a pleuré. On a demandé pardon, vieux, il faut rester. Sa femme dit, niet. Dominique Ouattara dit non. Mon mari et moi, on s'en va à la retraite. Quel
pardon on n'a pas demandé à Alassane Ouattara pour qu'il se représente là? Quel pardon? Il a gagné. Il a son programme. Son programme de gouvernement là, pour le mener à bien là. Il faut qu'il ait une majorité parlementaire. Mais Alassane Ouattara a gagné les élections grâce à qui? C'est pas grâce à vous, hein, c'est grâce à nous qu'il a gagné les élections. C'est grâce à nous là qu'il a gagné les élections. Parce que s'il devait compter sur vous, si l'opposition avait présenté un candidat, voilà, ça allait être chaud dans le pays là. Si l'opposition, si Afi N'Guessa était présenté, ou bien Bédi était parti aux élections, voilà, ça allait chauffer dans le pays là. Ça allait être très difficile. Mais Dieu merci qu'ils ont été cons. L'opposition a été la plus conne au monde. Dieu merci. Nous, on a fait campagne d'Alassane Ouattara. Il a gagné. Et vous, si vous n'êtes pas, c'est que si vous ne vous mettez pas en tête de dire, il faut donner la majorité véritable à Alassane Ouattara pour mener à bien son programme pour lequel il a gagné, c'est que dès le début, là, pendant les élections, là, vous n'avez pas fait campagne vraiment pour lui. Parce que si Alassane Ouattara n'a pas la majorité parlementaire, si le RHDP n'a pas la majorité parlementaire, mais ça veut dire que c'est un président et puis là-bas est vide. On l'a voté pourquoi? S'il n'a pas la majorité, il ne peut même pas gouverner. Il est président seulement, c'est tout, comme déco. Il est président de décoration. Parce que la majorité, là, ça veut dire qu'il va passer son temps à faire les décrets. Décrets. Mais après, ça va devenir abus de décrets. La démocratie ne va pas fonctionner. Mais mettez-vous ensemble. Pensez comment on va donner la majorité pendant les élections présidentielles là. Vous n'avez pas aidé dans la campagne réellement. C'est nous là, nous les pauvres là, on a fait campagne pour lui. C'est nous on allait convaincre les gens. C'est nous on a convaincu les militants. On a convaincu les votants pour voter pour Alassane Ouattara. Aujourd'hui, mobilisez-vous pour lui donner la majorité au Parlement. Mais chacun vient placer ses pions. Chacun cherche à placer ses pions. Je vais placer mes petits gars, l'autre va placer ses petits go. Chacun place ses pions pour avoir des députés à lui pour continuer son fan club, son club fan. C'est dans ça là on est assis. Chacun cherche à placer ses pions. Chacun place ses pions. Et Ate Sabariwa. Ate Sabariwa. Chacun place ses pions. Alassane est encore vivant. Hein? Dieu n'a qu'à lui donner une longue vie, Inch'Allah. Il est encore vivant. Vous êtes, chacun place ses pions. Chacun place ses... Et puis il vous regarde. Chacun place ses pions. À tel point que même souvent là, on est prêt. Vous allez... D'autres même sont prêts à faire perdre même les candidats du RHDP. Parce qu'il faut que les pions gagnent. Yeah! Quand on dit politique en Afrique, c'est sorcellerie là. C'est ça même. Mes amis, ça c'est le volet, on va laisser ça. Ici, ça. Donc, on va continuer sur les élections législatives. On va clore la partie là. Continuer sur les élections législatives. Notre frère a posé la question tout à l'heure. Mais Aïcha, je t'embrasse. Merci ma soeur. Je t'embrasse très très fort. Merci à toi. Merci. On va aller, pour les personnes qui souhaiteraient poser les questions écrites, on va aller sur le côté des législatives. Je pense qu'on ne va pas durer. Et je tiens à vous dire que le président de la CEI, Ibrahim Kubier, sera ce soir à 20h heure d'Abidjan. Donc 21h heure de France sur Live TV. Ce soir à 20h heure d'Abidjan, le président de la CEI sera ce soir à 20h heure d'Abidjan sur Live TV. Donc suivez l'émission en direct pour avoir plus d'explications encore. Il va nous entretenir sur le code électoral et sur la liste des candidatures. Comme je l'ai dit tout à l'heure à notre frère qui m'a appelé, c'est les candidatures et non les candidats. Le siège des députés à l'Assemblée nationale, c'est 255 sièges. C'est 255 sièges. Et sur les 255 sièges,
Pour que le président ait la majorité pour mener à bien son programme pour lequel il a été élu président de la République, il faut que le président, le RHDP, puisse avoir 175 sièges sur les 255 sièges. Je ne sais pas si on se veut bien comprendre. Parce que nous avons voté pour un président. Nous avons voté un programme. Moi, j'ai voté un programme. Parce que le programme du président Alassane Ouattara, j'étais à Abidjan à la lecture du programme par le secrétaire général de la présidence, le ministre Hachi Patrick, qui a présenté avec, mais brillamment, le programme du président. Je vous dis que quand tu lis le programme du président, tu es ému et tu es heureux, tu es fier d'être ivoirien. Et moi, j'ai voté pour le programme là. Et le programme du président là, pour le mener à bien pour le bonheur de tous les Ivoiriens, sans distinction aucune, il faut que le président puisse avoir la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Sur les 255 sièges, il faut 175 sièges au président pour que les lois son programme soit voté. Parce que le programme du président, après les élections législatives, il va aller donner son programme, le présenter au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, qui va voter pour dire on adopte. Mais si le président n'a pas la majorité là, comme les opposants font la langue de bois, et puis ils font, c'est une méchanceté gratuite, ils ne pensent pas à l'intérêt commun, l'intérêt du pays, eux ils font la politique politicienne, ils sont capables de dire qu'on ne vote pas ça. Et puis ça met le président en difficulté, le programme pour lequel il a été élu, le programme il ne va pas le mettre en application. C'est pour ça que les élections législatives, c'est important de ne pas se disperser au fait. C'est important de ne pas se disperser et de se concentrer pour donner la majorité au président afin que son programme soit validé par l'Assemblée nationale. Parce qu'à l'Assemblée nationale, on vote les réformes des lois, on vote les lois, on contrôle l'action du gouvernement. Il y a Salim Ben qui me dit, ma soeur, comment on pourra faire pour gagner? Très belle question, très très belle question. Comment on pourra faire pour gagner? Moi, j'ai un seul mot d'ordre, mon frère Salim Ben. J'ai un seul mot d'ordre. Votez les candidats d'Alassane Ouattara. Oui. Partout là, votez les candidats d'Ado. Votez les candidats du président. Ne votez pas ni les candidats du président. Votez les candidats du président. Voilà le mot d'ordre que moi je peux vous donner. Parce que, vous savez, je vois beaucoup, j'en ai parlé avec une amie hier, elle est là d'ailleurs, je ne citerai pas son nom pour ne pas qu'elle puisse s'attirer la foudre de certains, qui me disait, mais Gouza, vraiment, comment on vit en Europe et que l'histoire des indépendants, après qu'ils vont donner leur voix, leur victoire à un parti politique, c'est comme de l'escroquerie. Je dis, ma chérie, c'est pire. Pour moi, c'est une auto-trahison. Parce que quand on est élu indépendant, pour moi, je veux qu'on puisse réformer même nos lois encore, on puisse renforcer nos lois sur ces questions-là. Parce que quand on est des candidats indépendants, on a été voté par une partie de la population. Donc, il y a une relation de confiance parce que la population a eu confiance en vous. Maintenant, quand tu gagnes, tu es indépendant et puis tu t'en vas maintenant, tu dis non, j'ai gagné, mais je m'avais donné ma voix là à un parti au pouvoir. C'est une trahison. C'est une trahison. Et donc, je veux qu'on renforce même les lois pour que les personnes qui ont gagné en tant que candidats indépendants là, quand ils viennent dans un parti politique là, on puisse annuler. Il y a une loi qui annule et puis on passe à des élections partielles. Parce que les gens ont voté un indépendant, ils n'ont pas voté un parti au pouvoir. Quand on va renforcer les lois là, on va faire respecter, on va rendre nos institutions très fortes. Parce qu'il y a trop, les gens passent par ces marmailleries pour escroquer et le peuple, et les populations, et les institutions, et même les partis au pouvoir. Et donc, il faut renforcer ces lois-là. C'est intéressant. Ce sont des sujets qu'on va débattre après les élections législatives pour pouvoir renforcer nos lois sur ces questions-là. Donc, votez les candidats du président. Votez les candidats du président pour donner la majorité parlementaire au président de la République afin de mener à bien son programme. Sinon, on va se retrouver dans une espèce où, un peu, regardez, je vous dis, hein, regardez un peu au temps de M. Laurent Gbagbo, c'est un cas qui est récent à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire en réalité. M. Laurent Gbagbo n'avait pas
vraiment la majorité parlementaire. Le FPI n'a jamais gagné la majorité parlementaire. Hein. Ils n'ont jamais gagné la majorité au niveau des municipales, ni au niveau des législatives. Jamais le FPI n'a gagné la majorité. Hein. Mais c'était que sous Bédié, Bédié a fait quoi? Bédié allait négocier, il a envoyé mon tonton que je salue au passage, qui était ce nouveau, donc c'est quand même mon jotier aussi, hein, Laurent Donald Fologo, pour négocier avec Gbagbo pour dire, bon, comme tu es président, de toute façon, nous, on est prêts en tant que PDCI, on a la majorité. C'était le PDCI qui avait la majorité. Mais Bédié a dealé à l'époque, il a donné les députés du PDCI au FPI, afin que le FPI puisse avoir un président de l'Assemblée nationale issu des rangs du FPI, qui était Mamadou. C'est ça, Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly a été élu président à l'époque de l'Assemblée nationale parce que Bédié avait dealé déjà avec Gbagbo. Sinon, Gbagbo n'était pas majoritaire. Regardez la gestion de pouvoir de Gbagbo. Les PDC, la majorité parlementaire appartenait au PDCI, ce n'était pas au FPI. Mais pour la présidence du parti, ils ont dealé pour laisser Mamadou Koulibaly là-bas. Donc, Gbagbo n'a pas... Son pouvoir était miné. Son pouvoir était miné de par le Parlement, mais son pouvoir était miné. C'est pour ça que je dis les histoires, vraiment, voter les candidats du président pour donner la majorité au président. Voilà ce que je peux vous dire sur ces questions-là, de comment on va faire donner la majorité au président. C'est juste de voter les candidats du président de la République. C'est la seule façon de lui accorder la majorité. Et comme ça, il sera libre. Il ne doit à personne. Sinon, si c'est pour rentrer dans les deals là, ce n'est pas intéressant. La question qui m'a été posée, quelqu'un m'a... Moi, j'aimerais comprendre le code électoral concernant... Chantoulé, j'aimerais comprendre le code électoral concernant les 5 ans successifs de résidence. En Côte d'Ivoire, explique-nous la résidence et le domicile. Waouh! Alors, la résidence et le domicile. La résidence et le domicile. Je dis tout à l'heure, je répète, le président de la CEI sera tout à l'heure à 20h, heure d'Abidjan sur Live TV. Donc, vous pouvez suivre en direct live. Il va répondre aussi à toutes ces questions-là. Donc, je ne vais pas trop m'étaler, mais je vais... la résidence, on attend bien la résidence là où on réside. Hein. Donc, pour moi, la résidence, c'est là où on réside. Et le domicile... moi, je réside en France. Voilà, je donne un exemple. Chantoulé, pour faire simple. Moi, je réside en France. J'ai un domicile à Abidjan. Pourtant, je ne réside pas à Abidjan. Tu vois, je réside en France. Je peux avoir un domicile à Dubaï. Pourtant, je ne réside pas à Dubaï, mais j'ai un domicile qui peut être un appartement de vacances, par exemple. Je réside en Côte d'Ivoire. J'ai un domicile. Je réside en Côte d'Ivoire, j'ai un domicile en France. En France, qui peut être un truc de passage. Parce que là où je réside, là, c'est là où, moi, pour moi, en tout cas, je dis résidence. Mais après, on peut avoir un domicile ailleurs. C'est comme quand tu as une entreprise, tu peux domicilier ton entreprise quelque part, mais tu vois ce que je veux dire. Je ne sais pas si elle est MSU, elle est là. Donc, la question des 5 années successives de résidence, ça tombe bien et je vais rebondir sur le... On m'a parlé du cas de M. Aboudraman Sissé, qui est un frère que je salue d'abord au passage, que je connais dans la diaspora, quand même qui a fait partie... en tout cas, on a mobilisé aussi dans la diaspora au niveau des enregistrements sur la liste électorale. Donc, je le salue, je le salue. Au passage, je les salue. Mais je suis un peu très mal à l'aise sur ces questions-là. Honnêtement, je vous dis honnêtement, je suis très mal à l'aise sur ces questions-là. En tout cas, sur ces questions, parce que c'est comme la question de Kokunyo Chris qui m'a été posée. Moi, je suis gênée, en fait. La seule chose qui me gêne là-dedans, sur le cas de Kokunyo Chris, c'est que ce n'est pas le seul qui est candidat issu de la diaspora, en fait. Il y en a beaucoup. Mais donc, moi, je veux quand on pose une question des Ivoiriens de la diaspora, quand on pose, parce que moi, j'ai vu une liste de pléiades d'Ivoiriens qui sont candidats. Donc, quand on pose la question, mais quand on choisit un cas dedans et qu'on parle que de lui, c'est comme si on s'acharnait sur la personne. Et donc, ça me gêne. Ce côté me gêne. Mais s'il y a des questions à poser, mais quand on pose les questions sur l'ensemble de ces candidats et non sur
un candidat. Et c'est là où ça me gêne un peu. Je reviens sur le cas de M. Dramane Sissé, que je connais, qui est un frangin, que je connais. On s'est vu 2 ou 3, 4 fois pendant la mobilisation de la campagne présidentielle dans la diaspora. Je pense que le cas de M. Dramane Sissé, en tout cas selon ce que j'ai entendu, hein, le cas de M. Dramane Sissé n'est pas, concerne pas la diaspora, la CEI, au fait. C'est pas la CEI qui a refusé la candidature de M. Dramane Sissé. Je pense que c'est pas la CEI, mais c'est, je pense que c'est au niveau du Denguélé que les choses se sont passées. En tout cas, au niveau du Denguélé, c'est ça le Denguélé. Les choses sont passées au niveau du Denguélé et que ce n'est pas au niveau de la CEI. Pour celui qui m'a posé la question sur le cas de Dramane Sissé. Donc, ce n'est pas au niveau de la CEI, c'est au niveau du Denguélé. Et vraiment, je n'étais pas dans le Denguélé, je n'étais pas là-bas. Et je suis incapable de vous apporter plus de précisions. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que la CEI n'a pas été arbitre et puis n'a pas pour vocation d'arbitrer les candidatures ou les candidatures des partis politiques. La CEI reçoit, elle regarde, est-ce que tu as prouvé ta résidence de 5 ans? Oui. Chantoulé, tu es encore là. La CEI va dire, est-ce que tu as prouvé ta... Et comment on va prouver la résidence? Moi, je pense que c'est par les impôts aussi. Après, la question, elle est là. Comment les gens arrivent? Si, parce que je ne veux pas mettre... les gens, leur crédibilité en cause, parce que je me dis que si la CEI si la liste provisoire a été transmise au Conseil constitutionnel des candidatures, parce que je reviens, je dis, ce sont les candidatures et non les candidats. Les candidatures et non les candidats. Il y a 255 sièges de députés, donc 1266 candidatures que le Conseil constitutionnel va examiner. Si vous avez des doutes sur un candidat ou sur des candidats, vous écrivez au Conseil constitutionnel, c'est la loi. Et vous dites, nous avons des doutes sur la moralité de cette personne. Nous avons des doutes sur la crédibilité de cette personne. Nous avons des doutes. Et puis après, c'est au Conseil constitutionnel. C'est au Conseil constitutionnel de mener ces enquêtes. Parce que le Conseil constitutionnel est une juridiction. Ce sont des magistrats, ce sont des juges. Eux, ils peuvent demander une ouverture d'enquête. Ils peuvent même poursuivre la personne qui a fraudé. Parce que la question, c'est que quand quelqu'un vient, par exemple, si vous avez des doutes sur une personne, si vous avez Jeannette, je t'embrasse, merci de revenir si vite. Effectivement, Koukounion Chris n'est pas le seul candidat de la diaspora. Donc, s'il y a lieu de rejeter la candidature de Johnny, tous les autres que nous savons tous qu'ils sont de la diaspora doivent être rejetés. Point bas. Bon. Donc, moi, je vais dire que, voilà, je vais dire que la CEI n'est pas gendarme, la CEI ne mène pas les enquêtes pour savoir si tu as menti, si ton document, parce que la CEI, elle connaît aussi quand même, hein, il y a des documents, je donne par exemple les impôts. Si tu envoies des fiches d'imposition des 5 ans, hein, que c'est les fiches d'imposition de 5 ans, il y a l'entête des impôts. Il y a la signature du directeur des impôts. Donc, quand la CEI reçoit ça, pour la CEI, c'est conforme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, c'est conforme. Donc, la CEI ne va pas dire, ah, mais est-ce que vraiment lui là, comme il paraît que la CEI ne passe pas ses journées sur les réseaux sociaux pour savoir ce que nous on dit ici. Hein. Pour dire qu'il paraît que sur les réseaux sociaux, on a dit que telle personne ne réside pas en Côte d'Ivoire, mais comment il a réussi à nous fournir soit un document 5 ans. La CEI ne va pas faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est au Conseil constitutionnel de vérifier. Mais en même temps, il y a une chose. Quand un individu, un citoyen, qui désire déposer sa candidature, s'il s'adonne à des fraudes, par exemple, et à obtenir même des impôts avec l'entête et une signature, je peux vous assurer que le directeur des impôts, là, il ne peut pas s'amuser à fournir un document comme ça, certifié des impôts,
sans avoir l'appel de là en haut. C'est pas possible. Donc, si un directeur des impôts s'amuse à fournir ça à un citoyen pour venir déposer sa candidature, c'est que ce directeur des impôts là, lui, il a reçu l'appel de quelque part. Donc, ça veut dire que la corruption même là, ça commence d'en haut. On dit le poisson pourri par la tête. Donc, la CEI n'est pas là pour dire, mais est-ce que le directeur... Vous voyez, c'est ce que je veux dire un peu. Voilà, à ce niveau-là, comment c'est que ça veut dire. Donc, je pense que c'est à chaque citoyen, en tant que nous, en tant que citoyens, c'est pour ça que je parlais d'éthique. C'est pour ça que tout à l'heure, je dis, quand on m'a demandé, on m'a dit, j'ai dit non. Moi, j'ai mes parents, la jeunesse, les femmes, les sages, j'ai parlé, j'ai dit non. Moi, je dénonce la corruption. Je ne peux pas pratiquer la corruption. Je dénonce ceux qui ne respectent pas la loi. Je ne peux pas moi-même manquer de respect à la loi. Je dénonce ceux qui ne respectent pas l'état des droits. Je ne peux pas moi-même jouer à ce jeu. Je dénonce et je fais la promotion du respect des institutions. Je me dois moi-même de m'appliquer ça et de respecter nos institutions. Je me fie à ce que les institutions de la République ont dit. Et je m'arrête là. Parce que demain, quand je vais débattre avec vous, je vais être à l'aise. Je vais être à l'aise. Et puis, comme on m'a dit, j'ai dit, mais bon, je vais aller, je m'avais trouvé, comme je suis candidate, je vais être candidat aux élections législatives, je m'avais trouvé mes parents là, je m'avais trouvé mes parents, mes pauvres parents à Dieu, ils disent, voyez, moi je vais venir vous donner goudron, je vais vous mettre la piscine, je suis obligé de mentir en fait. Et je n'ai pas envie de mentir à mes parents. Parce qu'en réalité, un député n'a pas de budget. Un député n'a pas de budget de fonctionnement. Ce que je vais aller raconter pour être élu là, je ne pourrai pas leur fournir ça. Et donc, je ne serai plus crédible pour vous, mes followers, pour vous tous qui me suivez. Et moi, j'ai envie qu'on soit toujours, tous les soirs, qu'on ait un bout de temps, qu'on puisse se parler, mais avec franchise. Et je n'ai pas envie de mentir. Je n'ai pas envie de mentir pour dire, oui, Gouza, tu avais dit ça là hier, pourquoi tu as fait ça aujourd'hui? Et puis, vous êtes très fort dans ça sur Facebook. Vous allez sortir les photos là pour venir montrer la vidéo de j'ai dit il y a 3 mois, ce que j'ai dit il y a 2 ans, ce que j'ai dit il y a 1 an, ce que j'ai dit il y a 2 jours. Et puis, vous allez dire, mais elle ment. Et je n'ai pas envie de ça. Donc, je vais rester juste pour être en conformité avec moi-même. Voilà un peu. Concernant, donc je voulais dire, la corruption est une plaie, tout à fait. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça, c'est l'Afrique. Comme je dis, c'est l'Afrique. Donc vraiment, n'oubliez pas ce soir à 20 h pour les personnes, et comme je l'ai dit, je pense qu'on a fait le tour d'horizon, si je ne me plante pas. Mes chers amis, on a fait le tour d'horizon. Je crois bien. Si vous avez des questions, merci. Fumdassa, je t'embrasse, merci. Si vous avez des questions à me poser, je suis là. Il faut qu'il y ait un éclaircissement sur ces cas, car ça donne une impression de 2 poids 2 mesures. Fanta Camara. Merci Fanta Camara. Tout à fait. Et je pense que... Pélagie, merci, je t'embrasse. Merci beaucoup. Je t'embrasse, tout à fait. Je pense que c'est important. C'est vraiment important sur ces questions-là, qu'on puisse vraiment essayer d'éclairer. Donc, c'est les candidatures. Il y a 1266 candidatures et non 1266 candidats. Je précise parce que, vous savez, en Afrique, ce qui est extraordinaire, et moi, je me marre. La définition du résident ne signifie pas qu'on a une société, un domicile en Côte d'Ivoire. Et dire que, c'est, ouais, attends, je dis, et dire qu'on fait les va-et-vient, qu'à vivre en plein temps et travailler. Mais moi, je suis d'accord et je suis dans ce cas, nous dirons tous que nous sommes résidents aussi. C'est ça le problème de la loi et la complexité de la loi qui est là. Et je pense que, je le dis, il faudrait que nous travaillions sur ces questions-là et qu'après les élections législatives, et que nous puissions demander encore aux parlementaires d'ailleurs de faire des amendements. Parce que quand il y a une loi, pour pouvoir renforcer la loi, on fait des amendements. Donc, on fait des amendements pour renforcer ces lois-là. Et en cela, moi je dis bravo au Cameroun sur ces questions-là. Le Cameroun est intransigeant sur ces questions-là. Au niveau du Cameroun, on ne rigole pas avec ça. Biya a été, franchement pour ça, il faut dire, il a été clair et net sur ces questions-là. Et aujourd'hui, on se rend compte que, mais il avait raison. Parce que, vous voyez, on va créer une pagaille.
dans nos institutions et on va créer un désordre nous-mêmes. Qu'est-ce que le Cameroun fait? Au Cameroun, là, il n'y a pas à faire de dire que la double nationalité, ce n'est pas toléré. Un point est très, où tu es Camerounais ou tu n'es pas Camerounais. Et là, ils sont fermes là-dessus. Et ça, je te dis, aujourd'hui, je me rends compte qu'ils ont parfaitement raison sur ces questions. Tu es Camerounais ou tu n'es pas Camerounais. Point à la ligne, il n'y a pas de deux passeports. Si tu es français, là, quand tu rentres au Cameroun, tu dois rentrer avec ton visa. Mais si tu es né Camerounais, ce n'est pas leur problème. Et là, je dis que, je comprends. Parce que ça permet de rétablir l'ordre dans l'esprit de ceux de la diaspora et ceux qui sont restés au pays. Est-ce que vous pensez que des Camerounais qui sont dans la diaspora peuvent se lever pour dire qu'ils sont candidats aux élections législatives au Cameroun? Vous croyez à ça? Non. Parce que ça a été ferme et clair là-dessus. Donc je pense que c'est à nous de demander à nos parlementaires, à tous ceux qui seront élus en mars prochain, le 6 mars prochain, de faire des amendements pour pouvoir renforcer nos lois. Parce que à cette allure, on va arriver à une pagaille sur le continent et dans notre pays. Aux élections présidentielles demain, tous les Ivoiriens de la diaspora vont rentrer pour dire qu'ils sont candidats à l'élection présidentielle. On va faire comment? On va faire comment? On va faire comment avec ça? On va se retrouver avec quoi? Le ridicule qui va nous tuer. 5000 candidats à l'élection présidentielle. Ouais, c'est ridicule. Mais on va se retrouver avec ça. Donc, il faut renforcer nos lois. Parce que la question, elle est là. Elle est là. Et si nous ne sommes pas fermes sur les lois, si nous sommes tolérants sur certaines choses, si nous ne sommes pas fermes sur les lois, on ne va pas maîtriser les choses après. Et le Cameroun est ferme sur ces questions-là. Le Cameroun ne rigole pas avec ça. Fermeté. La fermeté permet le respect des lois et des règles. Tu peux même pas aller au Cameroun pour dire que tu as falsifié des documents, pour dire que toi tu arrives à ça, pour faire un truc de broutage, pour dire non, Cameroun, ils vont t'attraper et te mettre en prison. Toi-même, tu vas dire que tu es français, ils vont dire de la manière tu es rentré là, tu vas rester ici. Donc je pense que sur ces questions-là, c'est les prochains parlementaires qui doivent débattre de ces questions. En tout cas, moi j'espère, et c'est ce que je souhaite. Je souhaite qu'il y ait un débat parlementaire. Tu voyez, quand il y a un débat parlementaire, on arrive à débattre sur ces questions. C'est pour ça que je dis, parfois, quand on me dit, mais c'est bien qu'il y ait une opposition quand même à l'Assemblée nationale, pour qu'il y ait un débat parlementaire et qu'il y ait vraiment... merci mon frère Kamagaté, il dit oui, le président Biya est... Ah oui, Biya il est ferme sur ces questions-là, il ne rigole pas. Donc voilà un peu ce que je voulais dire sur ces questions-là. Et puis je pense que on a fait le tour. On va s'embrasser. On va se parler. Mais Ado lui-même n'a pas... Ismaël Boban. Mais Ismaël Boban me dit quoi? Mais Ado lui-même n'a pas respecté la loi. C'est pour ça que Ismaël Boban, j'avais mis un numéro de téléphone. Il serait intéressant que vous appelez et que vous parlez de vive voix. Parce que moi, je reçois les messages comme ça en inbox. Je suis fatigué de répondre au cas par cas. Et j'aimerais vous donner la liberté de vous exprimer. Je pense qu'en démocratie aussi, c'est ça, la liberté d'expression. Ça aussi, c'est important. Mais vous venez de dire quelque chose, c'est votre liberté. C'est la liberté d'expression, on est d'accord. Mais je pense que vous avez une méconnaissance de nos institutions. C'est pour ça que je fais justement les vidéos pour expliquer ce que c'est que nos lois. Le président Alassane Ouattara a respecté la loi ivoirienne. Il a respecté la constitution de notre pays. Il a respecté le code électoral. Par vous-même parler de... Nous sommes aujourd'hui dans la troisième... Ismaël, si tu es là, hein, mon jeune frère, je ne sais pas, j'espère que c'est un homme derrière, mais bon. Le président Alassane Ouattara il a demandé un référendum pour la troisième république. Et le référendum, c'est quoi? C'est l'expression des Ivoiriens. Et les Ivoiriens, en grande majorité, ont voté oui pour la troisième république. Ce qui veut dire que le président Alassane Ouattara respecte les lois, il respecte les institutions, il respecte l'hierarchie, il respecte vraiment l'ordre. Et quand les Ivoiriens ont voté oui, il a mené le oui des Ivoiriens devant le Parlement ivoirien. En ce moment, c'était en présence de M. Guillaume Kibafori Soro, qui était président de l'Assemblée nationale. Si tu as bonne mémoire, jeune frère, j'espère pour toi que vraiment tu as bonne mémoire, que tu ne dis pas des choses que tu ne maîtrises pas et que tu ne connais pas. J'espère en tout cas. Mais si tu ne sais pas, je suis juste en train de t'expliquer. Et donc, après le vote des Ivoiriens au référendum, le président lui-même s'est déplacé et il est parti à l'Assemblée nationale pour présenter le oui des Ivoiriens aux parlementaires. Guillaume Soro était président de l'Assemblée nationale.
tous les députés, presque tous, ont voté oui. Après le vote des Ivoiriens, les députés ont voté oui pour la troisième, pour la réforme constitutionnelle. Qui n'a pas suivi ça? Les députés ont voté oui. Il n'y a eu que 2 députés qui n'ont pas voté oui. Mais c'est la majorité qui l'emporte en démocratie. Sur 255 députés, il n'y a eu que 2 qui ont voté oui. C'est-à-dire que 253 députés ont voté oui, y compris les députés du PDCI RDA, ils ont voté oui. Les députés du PDCI RDA de Bédier, là, ils ont voté oui. Tous les députés ont voté oui. Il n'y a eu que 2 députés qui n'ont pas voté oui. Yasmina Onye, Pascal Afi Nguessa, c'est les 2 là qui n'ont pas voté, qui ont voté non. Sur les 255 députés là, les 253 ont voté oui. Donc, la loi est respectée. C'est eux-mêmes qui ont voté la Troisième République. C'est eux-mêmes qui ont voté la réforme de la Constitution. C'est eux qui ont voté. Mais dans cette loi-là, dans cette réforme-là, c'est dans la même réforme-là que Bédier, qu'à 87 ans, on a sauté le verrou de l'âge. Le verrou de l'âge a été sauté. Ça veut dire que la Deuxième République, là, elle est morte. On est dans la Troisième République. Mon frère, on est dans la Troisième République et toi, tu es encore dans la Deuxième. Donc, tu as du chemin à faire. Dépêche-toi de nous rattraper. Nous sommes dans la Troisième République et le président Alassane Ouattara est le premier président de la Troisième République. Donc, il faut vite courir pour nous rattraper, pour que tu sois le bienvenu dans la Troisième République. Donc, voilà un peu. Ça me fait mal d'entendre dans des propos de certains disant qu'ils soutiennent le RHDP, mais ils vont un candidat. Ils vont un candidat ils vont un candidat indépendant. J'espère qu'ils ne créeront pas la zizanie dans l'esprit des votants. Je pense que c'est au directoire exécutif du RHDP de mener, en tout cas, d'expliquer à leur population, à leurs militants, et d'aller de faire de la communication. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le problème aujourd'hui du RHDP, il est à ce niveau-là, c'est que les cadres ont organisé des fan clubs. Les cadres du parti ont organisé des fan clubs. Donc, il n'y a pas une seule ligne. Il y a plusieurs versions. Chacun dit ce qui l'arrange. Au lieu de dire ce qui va arranger tout le monde, chacun dit pour lui ce qui l'arrange. Donc, finalement, il y a une cacophonie un peu qui perturbe. Oui. Allô? Oui. Bon. Oui, je suis en direct live. Tu veux participer? D'accord, donc on va s'appeler après, non? Ça marche, ouais. Donc, voyez ce que je vais dire. Moi, je parle de la morale, merci. Ils sont payés pour casser nos voix. Donc, c'est, voilà, je pense que c'est la difficulté, l'individualisme. C'est ça, tout à fait. C'est la difficulté aujourd'hui. Donc, bon, je pense que le RHDP a suffisamment de moyens. C'est à eux de mener leur communication. Et je pense que vraiment, nous, en tout cas, moi, je suis une citoyenne, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Parce qu'on dit dans la vie, donne à César ce qui est à César, il donne à Dieu ce qui est à Dieu. Toi, tu te tapes le boulot. Et puis, c'est ceux qui les font là, c'est eux qui bénéficient. Donc, à un moment donné, là, on va les regarder. Ils vont arriver là où ils vont arriver. Ah, ça là. C'est nous, on est les gaou. Moi, ici, ma gaouaze. Je suis sur mon tabouret de gaouaze. Au carrefour gaou. C'est là, je suis. Je suis gaouaze. Sur mon tabouret de gaouaze. Au carrefour gaou. Je suis assise dessus. Puis on attend la suite. Voilà. Donc, mes amis, on a fini. Il est 1h34. Ça fait beaucoup. Je vous embrasse très très fort. Il est 18h51 en France. N'oubliez pas, le président de la CEI sera ce soir. Ibrahim Kubia sera ce soir sur Live TV. Je profite pour faire même dans la publicité de la télévision de Saweignon. Donc Saweignon, je t'amène ma facture. Comme on dit, on fait rien en communication là. Cher frère Fabrice. Mon cher, donc maintenant là, tu fais, on te donne rien. Donc maintenant là, il faut que tu demandes à te donner pour toi. Ah, tu n'as pas de gaou toute ta vie. Donc, cher frère Fabrice Saweignon, je profite pour faire la pub de ta télé.
si tu entends ma voix, en tout cas, il faut donner pour moi. Eh ben, c'est ceux même à qui tu donnes, ils ne parlent pas de toi, mon frère. Il faut laisser ça. Alors, c'est sur Live TV ce soir. Donc, voilà. Vous avez ce soir le président de la CEI, Ibrahim Kubière, sera ce soir sur Live TV. Je vous donne, Ibrahim Kubière sera ce soir sur Live TV, invité de Brice Anno sur le plateau de Live Talk. Ce mercredi 3 février à 20 h, rendez-vous sur Live TV. TNT 6, canal 200, plus 206, TV Orange, pour les personnes qui souhaiteraient assister. Et je vous invite, c'est très intéressant, c'est passionnant, on aura beaucoup plus d'explications. Et puis voilà, on aura encore d'autres éléments pour pouvoir nous éclairer sur un certain nombre de choses, sur des questions que nous n'arrivons pas vraiment à comprendre aussi parfois. Très belle soirée à vous. Merci Gouza pour le direct. Et c'était super. Aïcha, je t'embrasse plein. Jeannette, plein de bisous. Pélagie Yapo, je t'embrasse plein de bisous. Chantoul, je t'embrasse. Modestine Seibi, je t'embrasse. Embrasse Khadija pour moi. J'embrasse Khadija. Khadija tout Afaga. Je l'embrasse. Ismaël, tu as eu ta réponse, jeune frère. Donc j'embrasse tout le monde. Bisous. Nabi Wat, je t'embrasse. Fanta Camara, je t'embrasse. J'embrasse tout le monde et je vous dis à très bientôt. On va aborder d'autres sujets sur la question du terrorisme, des terrorismes qui sont en train de rentrer en Côte d'Ivoire dans le rapport de la DST voilà. Donc il faut vraiment qu'on fasse très attention pour ne pas, par question politique, ne mettons pas le feu à notre pays. On n'a que la Côte d'Ivoire en fait. On n'a que la Côte d'Ivoire. Et quand on aime son pays, on se doit de protéger son pays et d'éviter de mettre du feu. Il ne faut pas mettre le feu à ce beau pays-là que nous avons. C'est ce que nous avons de cher. On n'a que la Côte d'Ivoire. On n'a pas... Nous sommes aujourd'hui en exil, d'autres en exil, d'autres à l'aventure. On dit les Ivoiriens de la diaspora. Mais en réalité, on n'a que la Côte d'Ivoire comme notre pays et c'est notre fierté. Faisons très attention et puis évitons la guerre. La paix pour nous, c'est la paix, c'est l'héritage, surtout pour nos enfants. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye, bisous.